Le désinfectant élimine le virus en 1 minute. Et peut-être y a-t-il un moyen d'en injecter dans le corps, ou au moins de nettoyer l'organisme, les poumons. Arrivé ce matin aux urgences de Colmar, ce patient a été intubé. Sans cet appareil, il ne peut plus respirer. Un guerrier qui rit, c'est un guérisseur, il guérit. 50 francs pour vous, 100 pour le nourrin. On est foutu, on mange trop. 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 Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On mange trop. Ah, mange. Le business du cancer actuellement, le business de la peur autour du cancer est certainement l'un des plus florissants avec l'industrie du vaccin actuellement. Tu as 300 milliards de dollars qui sont dépensés pour lutter activement contre le cancer, c'est-à-dire des traitements, chimiothérapie, choses comme ça, les trucs qui te font perdre les cheveux, les dents et les os, globalement. Et à côté de ça, on te dit que 40% pourraient être évités simplement avec une alimentation adéquate. Alimentation adéquate, c'est en termes de qualité et de quantité. Donc on vante la pureté, le naturel et une opposition systématiquement aux médicaments et le tout teinté avec un peu de complotisme sur l'action des laboratoires, etc., etc. Le premier, c'est que le cancer n'est pas une maladie. N'est pas une maladie. C'est-à-dire maladie au sens où on l'entend généralement comme quelque chose de négatif qui arrive à l'échelle du corps. Non, le cancer n'est pas quelque chose de négatif. Non, le cancer n'est pas un problème en tant que tel à considérer. Et je sais que ça va en faire sursauter, ça va commencer à s'affoler dans les chaumières, mais non, le cancer n'est pas un problème. Le cancer est un signal. Le problème est en amont et le problème, il faut arriver à le décrypter. Si tu t'arrêtes au niveau du cancer, si tu penses que le cancer est le problème, alors à ce moment-là, tu adoptes toute une série de soins, on va dire, qui n'en sont pas, qui consistent à dézinguer la tumeur, qui sont complètement inappropriés. Donc le cancer n'est pas une maladie. Parce qu'on est responsable, alors à ce moment-là, on va pouvoir agir. Et en agissant, on va transformer les conditions qui faisaient que la manifestation de type tumoral, eh bien, n'a plus lieu d'être. Donc c'est uniquement ça le propos de mes vidéos. Et c'est pour ça que je le prends de manière aussi décontractée. Parce qu'au final, un cancer, même si on en arrive à la mort, au final, ce n'est pas grand-chose. Et ce n'est surtout pas une maladie. C'est un signal, une alarme, une manifestation. Comme si c'était quelque chose de négatif, tu vois, qui venait dans ses pas trop où, un mauvais sort qui te tombait dessus. C'est pas un mauvais sort, c'est prévu, c'est normal. Alors le cancer, oui, c'est une maladie génétique parce que si l'on regarde au niveau des cellules tumorales, on va retrouver une ou plusieurs anomalies génétiques. Mais dans la plupart des cas, ces anomalies sont uniquement au niveau de la tumeur du patient et ne vont pas du tout pouvoir concerner sa famille. Dans 5 à 10% des cas, la personne qui a un cancer a une anomalie génétique qui est présente au niveau de toutes ses cellules, qui peut donc être présente au niveau de ses cellules reproductrices et être transmissible. Dans ces cas-là, on va parler de prédisposition héréditaire au cancer. Le terme de prédisposition est important. Ce n'est pas parce qu'on a une anomalie génétique au niveau d'un gène de prédisposition qu'on développe forcément un cancer, mais cela donne une augmentation du risque de développer ce cancer. Quand vous prenez une cellule cancéreuse et que vous la mettez dans une boîte de culture, généralement, il se produit quelque chose de très simple, elle meurt. Ça veut dire qu'autour d'elle, elle a besoin, dans la tumeur, de tout un tas d'autres cellules qui vont lui apporter des nutriments, lui apporter à manger, lui délivrer des facteurs exogènes de survie et de prolifération. Et donc, les deux choses sont complètement indissociables. La survenue, certes, d'anomalies génétiques, mais également une modification de cet environnement de soutien qui va être capable de permettre l'émergence du cancer. Donc, les deux aspects sont très complémentaires en fait. Mais tu ne vas pas mourir de la tumeur, tu vas mourir d'accumulation de déchets, tu vas mourir de pourriture littéralement à l'intérieur de ton organisme. Et d'ailleurs, n'en déplaise à tous les spécialistes, l'odeur qui se dégage d'un corps d'un cancéreux témoigne vraiment de la pourriture en cours qui est à l'intérieur de son corps. Mais pourquoi est-ce qu'il y a pourriture? Je veux dire, comment est-ce qu'il peut y avoir pourriture à l'intérieur du corps? Mais c'est bien parce qu'il y a des déchets qui sont en putréfaction à l'intérieur du corps. Donc, diminuer les niveaux de stress adaptatif de manière à diminuer le catabolisme et arrêter de produire ces déchets en permanence qui épuisent l'organisme et qui surtout qui épuisent ses réserves nutritionnelles. Ensuite, au niveau alimentaire, une surabondance micronutritionnelle, diminuer la quantité de sucre circulant et surtout diminuer la fréquence des prises alimentaires avec du jeûne plus ou moins long en fonction de l'urgence et de l'enjeu. Éviter tous les produits transformés. Tu vas me dire, ok, ça c'est un... Enfin, tu vas peut-être pas me le dire, mais moi je te dis, ça c'est un très bon programme de prévention du cancer. Une fois que c'est installé, c'est juste qu'il va falloir mettre le paquet. Pendant des années, ça s'est accumulé.
tu n'as pas vu les signaux, ou on ne t'a pas appris à les voir, tu n'as pas vu les signaux, pour moi les produits extérieurs qui vont permettre de transformer l'état du terrain, de favoriser le nettoyage du corps et la disparition des tumeurs cancéreuses, ils n'ont de sens que si la base est gérée. C'est-à-dire gestion des niveaux de stress, alimentation chargée de micronutrition, diminuer les niveaux d'insuline circulant, diminuer la quantité de produits transformés, gérer le fonctionnement émonctoriel. Si ça c'est géré, alors oui, il y a des compléments naturels qui peuvent être intéressants. Et puis ces compléments naturels, en fait, c'est qu'une optimisation souvent de ce qu'on peut déjà apporter par l'alimentation. Par exemple, si on parle de vitamine C à haute dose, c'est un antioxydant, un énorme antioxydant. La vitamine C à haute dose a prouvé ses bénéfices dans les cas de cancer. Il faut être vigilant si on a des pathologies avec un excès de fer, comme par exemple la drépanocytose, ou si éventuellement on a un problème d'insuffisance rénale. C'est-à-dire la vitamine C a un rôle contre l'oxydation, contre le vieillissement des cellules, mais trop de vitamine C, ça peut conduire au contraire à favoriser l'oxydation, parce que les mécanismes biochimiques sont complexes et trop bien faire, ça peut être mauvais. Les gens qui sont en cancer en phase terminale et qui souffrent de leur chimiothérapie, on ne peut pas leur reprocher de chercher autre chose. Mais on peut reprocher à des charlatans de leur promettre des miracles et de leur promettre la guérison. L'exemple du sida, par exemple, est pour moi une des formidables supercheries du siècle. Hein. C'est de montrer qu'en fait, on a créé quelque chose à partir de rien, qu'on en a fait un gros problème qui n'existait pas, qu'on a justifié des traitements à vie qui n'apportaient rien, et puis que d'un seul coup, c'est vraiment le côté Matrix, quoi, d'un seul coup. Parce que moi j'ai des amis proches qui arrêtent les traitements et qui disent mais on va bien. Mais alors, ils servaient à quoi les traitements? Ben, à rien. On va bien. Oui, voilà, au pognon. Alors, cette folie du sida, on a dit que le sida, c'est une maladie contagieuse. Ça n'a jamais été démontré. On a dit que ça allait tuer des millions de gens. C'est tout faux. 770 000 personnes dans le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2018, selon le rapport annuel que l'ONU-SIDA vient de publier. 30 000 décès en moins par rapport à l'année précédente et 430 000 de moins qu'en 2010. Alors si vous suivez ces vidéos, vous savez à quel point finalement je ne crois pas aux défaillances du système immunitaire, je crois peu aux défaillances du système immunitaire, je crois plus aux saturations du système immunitaire. Alors quand on parle d'immunodéficience, on voit toujours déficience du système immunitaire attaqué par des pauvres méchants virus et bactéries. Moi je dis toujours non, porosité, hyperperméabilité intestinale qui laisse passer énormément de produits toxiques, y compris des bactéries qui devraient simplement rester dans la lumière intestinale et qui passent dans le milieu intérieur sanguin, qui amènent à une activation du système immunitaire, qui amène même très souvent à des réactions de type auto-immune, on y reviendra en détail, et qui induit donc cet état de pathogénicité au niveau du corps humain, qui est ce qu'on appelle l'apparition de multiples maladies opportunistes. Ces maladies opportunistes, c'est juste le reflet de l'état de congestion globale du système. Pourquoi? Parce que les barrières et les organismes de défense ne sont plus adaptés. Virus et bactéries, la prolifération virale et bactérienne, c'est juste le signe que, premièrement, les défenses ont été traversées. Deuxièmement, le système éliminatif est saturé, fatigué, inactif ou saturé. C'est juste ça. On en a fait l'affaire du siècle et c'est juste ça. Alors, juste après l'infection, on constate une explosion de la charge virale, c'est-à-dire du nombre de virus. Lors de l'infection par le VIH, si les LT4 diminuent, c'est que les LT4 sont la cible du virus du sida. Commence alors une phase de reconnaissance. Les clés qui sont à la surface du virus vont déverrouiller les récepteurs de la cellule. Le virus peut alors entrer et déposer son patrimoine génétique sous forme d'ARN. Première étape, cet ARN se transforme en ADN afin de pénétrer le noyau de la cellule. Une fois dans le noyau, l'ADN du virus se mêle à l'ADN de la cellule, empêchant toute activité de défense immunitaire. L'ADN du virus n'a plus alors qu'à sortir du noyau pour reconstituer une nouvelle cellule virale qui se propage à son tour dans l'organisme. Et là, dans ce cas, on devient séropositif pour le virus du sida à partir du moment où vous avez des anticorps anti-VIH. Alors, le virus n'est pas complètement détruit, contrairement à ce qui se passe dans une réaction pour la grippe, par exemple, mais tout simplement parce que le virus du sida n'est pas fidèle à lui-même. Et il a tendance à muter très fréquemment, ce qui fait que votre système immunitaire va éliminer complètement la première forme qu'il a vue. Mais une deuxième forme est apparue entre-temps. Et il va falloir détruire cette deuxième forme. Mais une troisième est apparue.
Donc il va falloir détruire cette troisième forme, etc., etc. Et à ce jeu-là, le virus du sida finit par l'emporter. Et puis arrive un temps, ici ma 6e année, où le taux de lymphocyte T4 passe sous un seuil de l'ordre de 200 cellules par millilitre. Quand je passe sous le seuil de 200 cellules par millilitre, lymphocyte T4, alors le taux d'anticorps chute et va devenir nul. Ça veut dire que vous n'avez plus aucune défense. Je ne vais pas donner des recettes pour l'immunodéficience. Parce que la recette pour l'immunodéficience, c'est toujours la même chose. Rétablir la muqueuse intestinale, rétablir le fonctionnement du système nerveux, revenir à une vie de régénération. Les médicaments de la trithérapie vont agir à 2 niveaux pour bloquer le virus. Une première famille empêche la transformation de l'ARN du virus en ADN. La deuxième famille de médicaments, elle, agit plus tard dans le processus. Elle empêche la formation d'un nouveau virus à la sortie du noyau. La trithérapie combine 3 médicaments de ces 2 familles. La baisse de la mortalité mondiale s'explique par les progrès réalisés en Afrique du Sud et de l'Est, où vivent une grande partie des séropositifs. Mais le nombre d'infections a en revanche augmenté en Europe de l'Est et dans le centre de l'Asie. Et alors maintenant, avec l'histoire du Covid-19, ce qui était essentiel, c'est que la représentante de, je sais pas, aux États-Unis a dit oui, c'est normal qu'on compte tous les gens qui meurent comme le Covid. Certains, ils l'ont, d'autres, ils l'ont pas, mais enfin, ils pourraient l'avoir, ou quelqu'un de leur famille pourrait l'avoir. Donc, on les met dans la statistique. Mais malgré ça, ce qui est fantastique, c'est que même en faussant ces statistiques, ils n'ont pas réussi à prouver que leur Covid avait tué plus que la grippe de l'année passée. Alors, comment se protéger et survivre au coronavirus? C'est simplement en bâtissant une bonne immunité. La réponse, elle est aussi simple que ça. Le jeûne est l'un des meilleurs moyens de muscler le système immunitaire. On dit que 3 jours de jeûne, ça fait un reset complet du système immunitaire. C'est réglé, hein, coronavirus. Hein. Si j'étais ministre de la Santé, moi, ça serait réglé rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde. Un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie. Il y a un bon petit jus là, regardez ça, comme c'est joli. Alors après, la question c'est, est-ce que ça va me protéger contre le coronavirus? Je dirais, ça dépend complètement. Tout ce que je sais, c'est que tu auras mis de ton côté le maximum de chance. Vous savez, Ambroise Paré disait, une phrase qui m'a toujours plu, qui disait « Moi je soigne et Dieu guérit ». La problématique de base, c'est que tout ceci était un immense mensonge, que c'est une expérimentation sociale absolument délirante, dans laquelle on s'est fait avoir, la casse va être monumentale, et j'espère en tout cas que ça sera, on pourra dire, c'est la dernière fois. La patinoire de Madrid, transformée en morgue géante. Han fallecido 3.434 y se han dado de alta ya 5.367 hasta la fecha. Pour éviter tout risque de contamination, interdiction d'assister à la mise en bière, Daniel a dû se recueillir avec son fils face à un cercueil fermé. On ne peut pas lui dire au revoir, on ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas le serrer dans ses bras. Ça, c'est quelque chose qui, on se dit qu'il est tout seul dans ce caveau. C'est terrible. Je ne suis pas thérapeute, je ne conseille personne. Mon avis ne doit pas influencer sur ton choix, on est d'accord, ok, hein, les petites restrictions légales, hein, pour être bien dans les clous, hein, pour ne pas faire d'exercice illégal de la médecine, surtout pas. Derrière toute cette histoire du Covid-19, pour moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils font tout ça? Et la raison, c'était de jeter un écran de fumée sur ce qu'ils font, qui est 10 fois pire, c'est de mettre de la 5G partout, avec des satellites par dizaines de milliers, des antennes partout. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique sur la plage.